Mesdames et messieurs, comme d'habitude, la maison d'édition du savoir a le plaisir d'organiser cette table ronde pour vous présenter un ouvrage, un auteur et une traductrice. Les occasions ne sont pas nombreuses dans la mesure où la traductrice et l'auteur ont travaillé ensemble pour la publication d'un ouvrage qui attire l'attention du public vietnamien. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Jean-Noël Christine. J'ai le plaisir de vous le présenter. Il est venu travailler en collaboration avec l'Université des sciences sociales de Monsieur Lam, ici présent. Il travaille au Vietnam depuis 7 ans. Donc, c'est un ouvrage qui est bien écrit, qui a une signification pratique très importante dans la société vietnamienne à l'heure actuelle. Je voudrais vous présenter sa collaboratrice, Madame Mat, qui est traductrice de cet ouvrage. Je considère que, à l'issue des interventions qui vont être présentées par la traductrice et l'auteur, vous pouvez leur poser des questions et on peut ainsi engager des échanges. Et nous pouvons continuer des échanges jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Donc, je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Christine pour son intervention. Je suis très heureux de vous voir si nombreux. Je suis un peu ému aussi. Déjà, je n'ai pas l'habitude d'être au-dessus des gens. Ici, là, je suis au-dessus de vous et ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis plutôt parmi les gens avec qui je travaille. En quelques mots, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Noël Christine, j'ai 66 ans, je suis français. J'ai travaillé longtemps comme éducateur spécialisé, dont 20 ans avec des enfants autistes. À l'époque, on n'appelait pas ça des enfants autistes, on parlait de psychose infantile. On ne connaissait pas encore trop le mot autisme. Ensuite, j'ai fait une formation de psychologue et parallèlement une formation de psychanalyste. Ça me permet de rectifier 2 petites erreurs qui sont sur le programme. La première concerne le fait que ce livre a été traduit en vietnamien. Pas tout à fait, puisqu'il a été écrit spécialement pour le Vietnam, à la demande de collègues de travail, à la demande d'étudiants à qui je donnais des cours, et qui m'ont dit « mais ça, il faudrait que tu l'écrives, on ne le trouve pas pour le moment au Vietnam ». Au début, j'ai refusé, et puis, je me suis laissé faire. La deuxième petite erreur qui s'est glissée sur le programme, et là, il faut vraiment que je la rectifie, sur le programme, on me nomme psychiatre. Je ne suis pas psychiatre. Je suis psychologue et psychanalyste. Alors, en 2 mots, un psychiatre est un médecin. Un médecin qui a fait une spécialisation, en France, je crois que c'est 7 ans, pour s'occuper des maladies mentales, et plus particulièrement des bases organiques de la maladie mentale. Le psychologue ne s'occupe pas des bases organiques de la maladie mentale. Il s'occupe des structures de pensée que le cerveau permet de créer, qui nous permettent de comprendre le monde, qui nous permettent de comprendre nos émotions, de les gérer, etc. En gros, je dirais que le psychiatre s'occupe du hardware et le psychologue du software, pour faire une comparaison un peu osée. Psychanalyste, c'est une forme, c'est une théorie du fonctionnement
du psychisme, du fonctionnement affectif du psychisme. Une théorie, c'est jamais une vérité. C'est une tentative pour cerner la vérité. Donc, c'est jamais tout à fait exact. C'est une théorie qui est basée sur le fait que tous nos symptômes, tous nos comportements ont une histoire et qu'une partie de cette histoire nous est cachée. Elle fait partie de l'inconscient parce qu'on ne voulait pas la connaître pour aller très vite. C'était insupportable de la connaître, donc on l'a refoulée dans l'inconscient et que cet inconscient nous guide dans beaucoup de nos actes de la vie quotidienne, beaucoup plus que la raison. C'est une théorie aussi qui est basée sur la vie pulsionnelle. Et la vie pulsionnelle, c'est ce qui manque beaucoup aux enfants autistes. Les pulsions, c'est... Bon, non, je ne vais pas m'étendre, ce serait trop compliqué. Alors, dans ces deux livres que j'ai écrits, j'ai essayé de recenser l'histoire de l'autisme. C'est une histoire récente, dans la mesure où l'autisme a été nommé en 1943 par Kanner. C'est en fait une histoire un peu moins récente, puisque sans connaître le nom, des gens s'occupaient déjà d'enfants autistes, comme Mélanie Klein en particulier. Donc, dans ce livre, je retrace un peu l'histoire de la théorie, de la compréhension des enfants autistes. Je retrace aussi un peu chacune des théories avec leurs appuis, leurs contradictions, etc. Dans ces livres, je parle aussi de mes propres convictions, tirées de mon expérience. En particulier, nous y viendrons, c'est que, contrairement à la mode actuelle qui semble penser que l'autisme est uniquement un handicap, dans ma rencontre avec certains enfants autistes, puisque ça, ce sera un autre thème, tous les enfants autistes ne sont pas les mêmes. Dans ma rencontre avec certains enfants autistes, j'ai pu constater qu'il y avait un gros travail relationnel à faire. Donc, dans ces livres, j'évoque 3 thèmes. Le premier thème, c'est, je me relis, hein. Le premier thème, c'est personne aujourd'hui ne sait exactement ce qu'est l'autisme. Je vais en parler. Le deuxième thème, c'est trop d'enfants différents sont diagnostiqués autistes. Et ça, c'est un problème que je traiterai ensuite. Le troisième thème, c'est justement la dimension relationnelle dans les troubles autistiques. Et je me rends compte qu'il vaudrait mieux que je mette ma montre si je ne veux pas trop dépasser l'heure. Tôi xin phép đính chính một chút rồi ạ. Bởi vì là chúng tôi cũng có trao đổi với nhau vì là nó là những cái từ rất là chuyên ngành, cho nên là ở chỗ này cái nội dung thứ 3 mà tác giả sẽ nói đến đấy chính là cái khía cạnh mối quan hệ của trẻ tự kỷ, cái mối quan hệ giữa trẻ tự kỷ với những người xung quanh ạ. Ben oui, la petite rectification que vient de faire Man, ma traductrice, est importante et c'est un point qu'on reprendra justement dans le troisième thème. Donc, personne aujourd'hui ne sait ce qu'est exactement l'autisme. Et c'est bien compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a plusieurs théories qui essayent de comprendre. Hein. Et ces théories, souvent, sont opposées, ont du mal à se mettre d'accord. La première théorie qui a essayé de comprendre l'autisme, c'est la psychanalyse. À l'époque, on ne l'appelait pas autisme. La psychanalyse a essayé de comprendre l'autisme à travers sa compréhension du monde, sa compréhension de l'homme,
Donc, elle a essayé justement de se demander, sachant que le psychisme est construit à partir de la relation à l'autre, à partir du partage des émotions, des affects, à partir de toutes ces choses qui font qu'on est en lien avec l'autre, la théorie psychanalytique s'est demandé qu'est-ce que c'est qui n'avait pas marché dans ce lien. La question était légitime. On a, à un moment donné, imaginé que la cause de l'autisme pouvait être un problème lié à la maman, à un trouble de la maman, etc. Aujourd'hui, plus personne ne défend cette théorie. Certes, une maman qui est malade mentale ne pourra pas apporter à son enfant les soins, la continuité, la cohérence des soins dont un enfant a besoin pour pouvoir se construire et construire son psychisme. Pour autant, à ce jour, il n'existe aucune preuve, aucun élément qui puisse faire dire « oui, une relation perturbée peut fabriquer de l'autisme ». En fait, aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser que c'est l'enfant autiste qui, par ses comportements compliqués, vont détruire la relation que la mère essaye de construire avec cet enfant. Un enfant qui ne tète pas, un enfant qui ne sourit pas, met la mère en difficulté. Et quand les psychologues, les psychiatres reçoivent ces enfants, ils voient une relation qui s'est déjà construite. Et des fois, ils ont pu confondre légitimement entre la poule et l'œuf. Qu'est-ce que c'est qui fait le problème? Est-ce que c'est la relation qui a créé l'autisme? Est-ce que c'est l'autisme qui a créé cette relation distordue? Donc aujourd'hui, on n'a aucune preuve de ça. Et c'est une théorie, pas la théorie comme quoi le psychisme se construit sur la relation. Ça reste vrai et tout le monde, dans toutes les théories, est d'accord. Mais sur le fait que ça peut créer de l'autisme, plus personne n'en parle. La seconde théorie que j'expose dans mon livre pour les professionnels. Alors là, justement, un point. J'ai d'abord écrit un livre pour les professionnels, puis j'ai essayé d'en écrire un bien plus simple pour les parents, où il n'y a pas les citations, où il n'y a pas les théories exposées, etc. Je dois dire aux professionnels que les deux livres sont complémentaires et que peut-être ils ont intérêt à lire d'abord le livre pour les parents, c'est une première approche, avant de se pencher sur le livre pour les professionnels. Donc dans le livre pour les professionnels, j'expose la seconde théorie aussi, c'est la théorie cognitiviste. Elle s'appuie, elle cherche à comprendre les développements cognitifs, comment ils fonctionnent et comment ils dysfonctionnent. Concernant l'autisme, elle s'est penchée sur 3 points principaux, l'imitation, l'attention conjointe et la théorie de l'esprit. C'est d'ailleurs la théorie de l'esprit qui a fait la grande renommée du cognitivisme à ce sujet. La théorie de l'esprit, c'est le fait qu'on est capable d'imaginer que l'autre ait une pensée, des sentiments, et qu'on va fonctionner en regardant l'autre et en comprenant qu'il ne sent pas obligatoirement la même chose que nous, ce qui semble impossible pour les enfants autistes. Pour que cette théorie de l'esprit arrive, il faut d'abord justement que l'attention conjointe ait pu se construire. L'attention conjointe, c'est quand le bébé il regarde l'endroit où regarde la mère et se dit mais qu'est-ce que c'est qui l'intéresse? Ça c'est le premier temps de l'attention conjointe. Le second temps, qui est peut-être le plus important, c'est quand le bébé cherche à ce que la maman s'intéresse à ce que lui, ce à quoi lui s'intéresse. Il regarde, il fait quelque chose, il va se débrouiller d'attirer le regard de la maman pour lui montrer
pour qu'elle soit intéressée par ce qu'il est en train de vivre. Préalablement à ça, il y a l'imitation. C'est dans l'imitation et dans les interactions précoces que tout ce système va se construire. Je parlais et je me suis perdu tout seul, c'est normal. Ah oui. Donc, la première théorie sur l'autisme, c'est la psychanalyse qui a essayé de penser que ça pouvait être des enjeux relationnels. La seconde, c'est les théories cognitivistes qui ont essayé de comprendre comment la pensée, comment la cognition pouvait avoir des entraves. Actuellement, on en est aux recherches sur les bases organiques de l'autisme et en particulier sur les bases génétiques. C'est la grande mode. Actuellement, la génétique, tout est génétique et l'autisme serait génétique. En fait, les chercheurs les plus sérieux, et pas les médias s'emballent. On trouve quelque chose et on s'emballe. On raconte que ça y est, on a compris l'autisme, on a vu tel gène, on a vu tel truc, tel chromosome. En fait, les chercheurs les plus sérieux disent aujourd'hui que seuls entre 15 et 20% des autismes peuvent être attribués à une cause génétique certaine. Après, il y a des probabilités. Le premier élément qui a fait penser à la génétique, c'était le fait qu'il y avait plus d'autistes sur les jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes. On avait trouvé, je crois, 35, enfin, suivant les chiffres, on arrive à 35 ou à 80% de jumeaux monozygotes, c'est-à-dire du même œuf. Quand l'un est autiste, l'autre le serait aussi. Si c'était uniquement génétique, ce serait 100%. Ce n'est pas possible autrement. Ensuite, un des professeurs qui travaille sur ce sujet fait remarquer que l'étude qui a été menée, elle a été menée sur 20 enfants, 10 monozygotes, 10 dizygotes, et que seuls 4 groupes d'enfants, 4 couples de jumeaux avaient ces problèmes. Et c'est un des gros problèmes aujourd'hui dans l'information sur l'autisme, c'est qu'il y a des recherches qui sont menées sur des quantités infimes, 10, 20, 30 enfants. Et comme nous le verrons dans la seconde partie, tous ces enfants autistes ne le sont peut-être pas pour les mêmes raisons. Donc si dans un groupe de 10 enfants, vous avez un enfant autiste parce qu'il a un trouble génétique, un autre parce qu'il a un problème organique autre, etc., etc., comment arriver à avoir des résultats qui soient fiables? Ça ne veut pas dire que la génétique fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'elle en est au début de ses recherches. Et c'est sur quoi j'insiste dans mon livre sur les parents. Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. D'abord, il y a beaucoup de choses qui sont racontées et qui sont des inventions, mais vraiment invraisemblables. Puis il y a des choses qui sont racontées par des gens sérieux, mais qui ne connaissent pas l'autisme. Ainsi, le professeur français qui est prix Nobel pour la recherche sur le sida, c'est lui qui a trouvé Eh bien, il s'est lancé à raconter que sans doute l'autisme avait une cause liée à des microbes ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut écouter les gens qui sont les spécialistes et pas du tout, pas tout un chacun qui parle et qui croit connaître. C'est des choses trop compliquées. Encore un trou. Donc les causes génétiques, avec donc ce problème des études qui sont faites avec trop peu de monde pour rester crédibles,
Il n'empêche que c'est des pistes. Donc, en conclusion, aujourd'hui, personne ne peut dire l'autisme, c'est ça. On a des pistes de compréhension, mais aucune certitude. Et les théories se contredisent. Le deuxième problème, et c'est le deuxième thème de mon livre, c'est que aujourd'hui, trop d'enfants sont nommés autistes. Parce que, avec le DSM, il y a ce qu'on appelle un trépied qui permet de définir l'autisme. C'est autant que je le cite correctement, une altération qualitative des interactions sociales, une altération qualitative de la communication, des activités, des intérêts et des comportements restreints, répétitifs et stéréotypés. Mais il y a des centaines d'enfants qui peuvent avoir ces manifestations-là, ce comportement-là, et pour autant, ils ne sont pas tous autistes, à mon avis, mais même si on les qualifie d'autistes, ils ne le sont pas pour les mêmes raisons. Dès ce moment-là, un diagnostic qui ne permet pas de comprendre ni les causes, ni le fonctionnement, ne permet pas non plus de définir un type de soins adapté. Aujourd'hui, avec ces trois éléments-là, on a une inflation du nombre d'autistes. Et j'ai vu beaucoup de journaux s'effrayer comme si l'autisme était une épidémie. Il y a des études sérieuses qui ont été menées. Il n'y a pas plus d'autistes aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Ce qui a changé, c'est que l'autisme est mieux repéré. Et avant, des enfants qui étaient classés retards mentaux sont classés autistes. Mais quand on regarde l'ensemble des deux, il n'y a pas plus d'enfants en difficulté. Simplement, on les a changés de case et on les a mis dans la case autiste, peut-être avec raison. Deuxièmement, avec ce trépied, à mon avis, c'est mon point de vue, mais je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, il y a des batailles qui sont menées à ce sujet-là. Sous ce mot autiste, il y a trop d'enfants différents avec des causes différentes et certains spécialistes se battent pour qu'on parle d'autisme avec un S. C'est-à-dire que certains sont certainement autistes pour des raisons génétiques et pas les mêmes. Et pas les mêmes. Quand je travaillais avec des enfants autistes, on n'avait que 5 enfants, et une année, on a eu 2 enfants qui avaient le syndrome d'Angelman. Ça fait 20 ans de ça. Il y a 20 ans de ça, ce syndrome était inconnu. On avait un premier enfant qui avait été repéré, et les parents de ce premier enfant ont proposé à l'autre enfant d'être diagnostiqué. Il était aussi syndrome d'Angelman. Il devait y en avoir une trentaine de repérés en France. Ces 2 enfants n'avaient aucun, et qui sont classés aujourd'hui dans l'autisme, n'avaient aucun des comportements traditionnels de l'autisme. Il n'y avait pas de retrait. Le premier courait partout. Il s'agitait, il montait, il grimpait, il courait, il riait, il fixait le regard. Le second fixait le regard, riait, etc. Mais il a fait une seule fois des pas dans sa vie, on l'a filmé, et il n'en a plus jamais fait de sa vie. Comme quoi même 2 enfants qui souffrent du même syndrome et qui sont classés autistes peuvent être très très différents. Alors quand on a des enfants classés autistes parce qu'il y a le chromosome X, des enfants classés autistes parce qu'il y a le syndrome d'Angelman, des enfants classés autistes parce que... Bon, j'en ai mis toute une liste dans mon livre que je ne vais pas vous répéter ici, et je ne la connais pas par cœur en plus. Il n'est pas possible que même si le comportement général se ressemble, parce que des enfants qui sont lourdement handicapés, qui ont des jeux répétitifs, etc.,
il n'est pas possible de s'en occuper de la même façon, parce qu'ils n'ont pas exactement la même maladie. Le troisième point auquel j'attache une importance dans mon livre, c'est la dimension relationnelle. Aujourd'hui, avec les théories cognitives en particulier, et avec les méthodes comme la méthode Teach ou la méthode ABA, qui ont été bien utiles à un moment donné pour trouver des outils pour s'occuper de ces enfants. Et des enfants qui étaient des fois dans des hôpitaux psychiatriques, qui tournaient en rond, des enfants dont les parents ne savaient pas comment s'en occuper. Ces méthodes-là ont permis à ces enfants de progresser sur le plan de l'autonomie, arriver à être propre, arriver à attacher des lacets, arriver à des petits gestes de la vie quotidienne et à une autonomie. Ça a permis aux parents aussi de savoir que demander à leur enfant. Donc, elles n'ont pas été inutiles et loin de là. Simplement, si on se contente de penser l'autisme uniquement en termes de handicap fixé, définitivement fixé, on oublie une dimension très très importante dans l'autisme, c'est la dimension relationnelle. La dimension relationnelle, c'est tout ce qui fait notre vie. La dimension relationnelle, si elle n'existait pas, j'aurais pas des enfants autistes qui sont heureux quand on trouve des complicités. Quand on commence à travailler, qui s'amusent à taper avec un certain rythme, si je repère ce rythme, si je fais le même rythme qu'eux, ils s'arrêtent, ils le refont, ils vérifient, on établit une communication, on établit une relation. Ils cherchent le regard de l'autre. Regardez un petit bébé de 1 an. Il va mettre cet été, je voyais ma petite fille. Elle était assise sur la table avec son père qui la tenait. Elle mettait des verres l'un sur l'autre. Elle essayait, elle le trouvait, elle a trouvé comment il tenait. Mais à chaque geste qu'elle faisait, elle se retournait vers son père pour regarder s'il la voyait. Ce qu'elle faisait ne devenait intéressant que parce qu'il y avait un témoin, quelqu'un qui était fier d'elle. Elle était fière dans le regard de quelqu'un. Nos enfants autistes, pas tous, je reviens sur le fait que tous les enfants autistes ne se ressemblent pas et ne sont pas les mêmes. Mais certains enfants autistes, et j'en ai reçu au Vietnam, certains enfants autistes recherchent cette complicité. Alors, après, ils vont s'en protéger. C'est dangereux d'être repéré. Mais ils la recherchent. Je vous citerai l'exemple d'un enfant que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas s'il est totalement autiste. Je me méfie des diagnostics qui peuvent enfermer. Bon, c'est un enfant qui a des traits autistiques nets. Cet enfant-là, la première fois où je l'ai vu, j'ai pensé qu'il n'était pas autiste. Il avait des tentatives il semblait être capable de faire semblant. Il fixait le regard. Plein de choses qui étaient dans la relation. Et j'ai pensé, non, il ne doit pas être... Il avait un retard manifeste, mais je ne pensais pas qu'il était autiste. Et aux parents, j'ai dit, bon, écoutez, là, moi, je ne suis pas sûr. Les parents, je les connaissais déjà un peu, ils m'avaient déjà mené un premier enfant. Je ne suis pas sûr du tout que votre enfant... Il y a un retard, c'est clair. Mais pourquoi il y a ce retard? Je n'en sais rien aujourd'hui. La seconde fois, je l'ai vu seul, cet enfant. Et je n'ai vu que des stéréotypies. Il s'enfermait, dès qu'il y avait de l'angoisse, dans des stéréotypies. Là, j'ai commencé à avoir très peur. Cet enfant, à part ça, et le retard sur les jeux, sur l'intérêt, donc des jeux répétitifs,
on a réussi à lui faire de la peinture, on a réussi à partager des petits jeux. J'étais donc sur le thème de la relation. Dès qu'il y avait quelque chose de difficile dans sa vie personnelle, on avait une séance qui était très difficile. Quelquefois, on ne comprenait pas. Et là, il avait ses stéréotypes. Il courait près d'une table en regardant la ligne comme ça, en fixant la ligne. Les stéréotypies, pour les cognitivistes, c'est une autostimulation. Pour moi, souvent, souvent, c'est une manière de se mettre à l'abri, de s'hypnotiser, de plus rien sentir, de se mettre à l'abri de l'angoisse, des émotions, de la relation de l'autre, de la relation avec l'autre. Très très souvent, quand ça devient difficile, on rentre dans une stéréotypie et ça coupe. Et on est enfermé dans son monde et on est protégé, on s'abrite dans des sensations. D'ailleurs, un des points dont je parle dans mon livre, c'est comment, avec la relation, rétablir la relation pour désenfermer les enfants de la sensation. Et ça, vous le lirez dans les livres. Je ne vais pas le traiter ici, ce serait trop long. Il y a trop de choses à dire sur l'autisme. Donc cet enfant, il avait des stéréotypies très fortes quand il y avait des moments difficiles. Et un jour, la séance commence bien, et puis je le vois rentrer dans les stéréotypies. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On avait une stagiaire à l'époque. Et je ne sais pas par quel indice, est-ce qu'il a eu un regard vers elle? Je ne sais pas. Souvent, là aussi, dans la relation, c'est pas raisonnable la relation. Ça se sent, il faut s'y abandonner à la relation. Il faut être totalement présent à l'enfant. Je ne sais pas quel indice m'a aiguillé là-dessus, mais j'ai compris, j'ai pensé qu'il avait envie de rencontrer la stagiaire et que c'est pour lui trop difficile d'aller à la rencontre de l'autre. Je le lui ai dit. Je lui ai dit, mais j'ai l'impression que tu as envie de rencontrer, je n'aurai pas son nom ici. À ce moment-là, il a arrêté les stéréotypies et il a pu commencer la rencontre. Je l'ai un peu appuyé sur la rencontre. Il n'y a plus eu une stéréotypie. Il était heureux. Il jouait, il allait dans ses bras, il reculait, il revenait, etc. La séance d'après, à nouveau des stéréotypies. Et là, je ne comprends pas. La stagiaire ne venait qu'une séance sur 2. Il était au courant. Et d'un coup, j'ai réalisé qu'il attendait. Et il a suffi que je lui dise, mais tu sais bien qu'elle ne vient pas le mardi, ou le jeudi. Hein. Ça y est, le sourire est venu. Qu'est-ce que j'avais fait? Je lui avais, par des mots, aidé à comprendre le malaise qu'il ressentait. S'il n'y a pas quelqu'un, Winnicott appelle ça le miroir psychique. La maman, pour le tout petit bébé, la maman ou la grand-mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant, elle lui sert de miroir psychique. C'est elle, par ses réponses, elle, par les mots qu'elle prononce, qui permet à l'enfant de comprendre. Comme dans un miroir, il se voit, là, il se voit dans ses émotions, il se voit dans ce qu'il vit. À cet enfant, je n'ai fait que ça. Lui nommer ce qu'il était en train de ressentir confusément, mais qu'il ne comprenait pas. Dès le moment où il a compris pourquoi il était mal à l'aise, comme quand on va au docteur et qu'on demande qu'on est malade, dès qu'on nous dit le nom de la maladie, on va mieux. Eh bien, lui, c'était pareil. Il pouvait comprendre ce qu'il ressentait. Donc, quand on a travaillé avec ces enfants-là, qu'on a vu qu'à travers la relation, il se passait des choses, que tout n'est pas limité au handicap, qu'on peut reconstruire de la tension conjointe. Parce que ça, c'est de la tension conjointe. C'est parce que je percevais ce vers quoi il se tendait et qu'il ne montrait pas. C'est là que ça devient plus difficile. Quand on voit qu'on peut le reconstruire, on se dit que c'est dommage de ne faire que des apprentissages. Donc, dans ma façon de travailler, j'essaye
c'est la partie que je sais faire, c'est la partie que je veux faire. Je ne suis pas en train de dire que tout se résume à ça. Et je pense qu'à partir d'un certain âge, quand les choses sont fixées, malheureusement, je crains qu'il n'y ait plus que les apprentissages pour dépasser les handicaps. Parce que, il a construit son psychisme, l'enfant. Il a construit son organisation à lui. Et défaire une organisation, c'est très, très compliqué. Moi, dans mon travail, j'essaye de faire en sorte de réveiller chez les enfants la possibilité de s'appuyer sur l'adulte. Beaucoup d'enfants les fuient. Beaucoup d'enfants se mettent à l'abri. Mais dès qu'ils sentent qu'on ne sera pas intrusif, qu'on comprend ce qu'ils vivent, ils acceptent la relation et ils la demandent. Je ne dis pas que ça les guérit. Dans ma vie, d'abord, dans mon livre, je dis « l'autisme ne se guérit pas ». C'est pour éviter qu'on ait des espérances impossibles. Mais dans ma vie, 3 enfants, c'est peu, mais 3 enfants sont sortis de l'autisme, complètement. Mais il y en a un, je me souviens, c'est peut-être 4 ou 5 ans après que la prise en charge a été commencée, qu'il est rentré dans l'imitation. Un jour, il est venu s'asseoir à table à côté de moi, il mangeait autant que moi. Il lui fallait du courage parce que je mange beaucoup. Et de l'imitation, il est rentré dans l'identification. Et cet enfant, qui, comme tous les enfants autistes, il jouait seul. Il a commencé à regarder un petit copain qui était plus jeune, qui essayait de monter sur un vélo, un petit tricycle. Et puis il est allé le pousser comme font tous les enfants normaux. Il s'est mis à pousser cet enfant. Il était le grand frère de cet enfant. Et puis, quand on allait promener, il ne voyait rien, comme beaucoup. Et il a commencé à voir les fourmis. Il a commencé à voir les fourmis dans les arbres. Et le monde s'est ouvert à lui. Je ne sais pas la suite, parce qu'il était sourd-muet, et on l'a confié à un centre de sourds-muets. Mais c'est vraiment l'enfant où j'ai vu une progression, où se rétablir l'attention conjointe, où s'établir l'identification. Identification, c'est vouloir être comme l'autre. C'est se comprendre comme l'autre. Une autre petite fille qui a bien grandi, qui au départ était, et qui a 16 ans, qui était chez une gardienne, et je ne vais pas raconter tous les détails, mais à 16 ans, elle est devenue autonome et elle a demandé à rejoindre sa mère. Peut-être n'était-elle pas autiste au départ, mais dans les comportements qu'elle montrait, ça ressemblait à de l'autisme. Et ça, c'est un point que je soulève dans le livre pour les professionnels, c'est qu'en France, on parle encore d'autisme et de psychose infantile. Et peut-être que ce n'est pas exactement la même chose. Peut-être que cette petite fille, elle n'était pas autiste. Ça ressemblait à de l'autisme, mais si elle s'en est sortie, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas dans l'autisme. Voilà. Il y a un 3e enfant aussi qu'on a reçu et qu'on a pu envoyer à l'école. Et puis ici, il y a 2 enfants que j'ai accompagnés qui s'en sont bien sortis aussi, dont un qui est maintenant... dont on craignait qu'il soit autiste tout petit et que j'ai revu juste avant ses 6 ans. Et sa maman, on se posait la question, est-ce qu'il va avoir les moyens de rentrer dans cette école spécialisée, une école de haut niveau, etc. Puis, voilà, je crois que je vais arrêter là. Maintenant, je laisserai la place aux questions. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est un peu compliqué de parler de l'autisme. Un truc aussi immense en quelques mots. Mais en trop peu de temps. En trop peu de temps. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous expliquer mes livres, mais c'est un peu court. Et voilà. J'espère que je vous ai aidé. Je tiens à vous remercier, monsieur, de votre intervention succincte, mais qui retrace toutes les informations nécessaires, des informations intéressantes
à adresser au grand public pour connaître toutes les difficultés dans le diagnostic des enfants autistes. Et cette intervention a montré les 30 années d'expérience de l'auteur dans le soin avec les enfants autistes en France et au Vietnam. Il a travaillé en tant que psychanalyste et psychologue. 30 ans d'expérience dans les soins en éducateur spécialisé pour les enfants. Il a dit avec beaucoup de modestie qu'il n'a pas une prétention de répondre à toutes les questions sur les fondements juridiques, les fondements théoriques. Mais je pense que vous avez écrit ces deux livres, à l'attention des parents et des professionnels pour avoir des meilleurs comportements, les meilleures interventions vis-à-vis des professionnels, des parents d'élèves, mais notamment des éducateurs dans les écoles spéciales. J'aimerais partager avec vous que dans les années 80, où j'ai travaillé en France, j'ai eu une grande impression et je la garde toujours. Je viens très souvent un ami professeur. Sa femme était une formatrice dans une école spécialisée pour les autistes, les enfants autistes. À ce moment-là, quand nous avons discuté, il est vrai qu'en France, vous avez accordé une attention particulière pour les enfants qui souffrent d'un handicap. À la différence des Vietnamiens, c'est des écoles spéciales pour les différentes matières. Et tandis qu'en France, vous accordez une place particulière pour les enfants qui souffrent des handicaps, des enfants qui sont diagnostiqués autistes ou des enfants qui souffrent d'un handicap physique. Et donc, je garde toujours cette impression qui est forte. Un certain comportement de mécontentement vis-à-vis de la politique appliquée au Vietnam. C'est parce que ici, on voudrait mettre l'accent sur la formation des enfants qui sont forts déjà. On veut former des champions. Or, on néglige tous les soins apportés aux enfants qui souffrent des handicaps. Je me souviens encore au moment où j'ai discuté avec Madame Mott, la traductrice. J'ai dit à mes collègues, il faut accorder une attention particulière à la publication de ces deux livres. Parce que la traductrice, elle a 10 ans d'expérience en tant qu'enseignante de français dans un cadre de formation avec l'Université de Toulouse et l'Université des sciences sociales et humaines. À partir de ce temps-là, elle a travaillé en tant que traductrice et interprète pour les différentes interventions. Cela a fait seulement 10 ans que j'ai travaillé dans la publication des livres. Et dans ces 10 ans d'expérience, c'est pour la première fois que je vois il y a une double traduction quand on a à traduire un livre, parce que d'abord elle a traduit du français en vietnamien et après elle a traduit du vietnamien en français pour savoir que tout cela a été bien travaillé et traduit. Et donc c'est pour la première fois dans ma vie d'éditeur que je trouve une double traduction d'un livre. Donc c'est vraiment une attitude avec une rigueur de la traduction. Donc, permettez-moi de laisser la parole à Madame Mann. Je voudrais vous remercier, monsieur le professeur. Il faut dire que vous avez fait trop de compliments à mon égard, ce dont je suis aussi très fier. Pour parler de ces deux écrits,
je me permets de vous parler d'un terme, c'est un record. Par record, j'entends le temps consacré à la traduction ainsi qu'à la perfection de ces deux écrits. La traduction m'a pris beaucoup plus de temps que l'écriture de ces deux ouvrages elles-mêmes. Comme monsieur le professeur Chu Hao l'a bien souligné, et c'est ce que j'ai déjà dit dans la préface de la traductrice, ces deux écrits avaient été d'abord traduits du français vers le vietnamien et après ces deux livres ont été retraduits vers le français. Quelle en a été la raison? Simplement parce que l'auteur est très sérieux, il prend vraiment des choses au sérieux. C'est pour cette raison-là que pour un double contrôle, donc l'auteur a participé à la traduction du vietnamien vers le français. L'objectif, c'est de contrôler et de perfectionner la traduction. Et l'objectif, c'est aussi de mettre au point des termes techniques, comme vous le voyez. Même si on maîtrise bien la langue, nul ne peut se prétendre d'être maître de tous les concepts. Parfois, il y a des malentendus. Parfois, il y a des termes qui sont difficiles et il n'y a pas d'équivalent exact dans la langue vietnamienne. D'ailleurs, c'est un livre dans un domaine spécifique. C'est pour ces raisons-là que j'ai vraiment consacré beaucoup de temps à la traduction de ce livre. Je vais vous parler des difficultés et des opportunités, des facilités durant la traduction de cet écrit. La facilité, quelles sont les facilités? D'abord, ces deux écrits sont aussi des livres liés à ma compétence et à ma spécialité. Comme vous le voyez, chaque domaine a ses termes spécifiques. Et c'est un avantage. Et pour pouvoir traduire fidèlement, il faut bien comprendre à fond le concept. Il faut bien maîtriser le concept. Parce que c'est un domaine dans lequel je travaille depuis longtemps. C'est pour ces raisons-là que j'ai acquis, en glossaire, certains en la matière. La deuxième facilité consiste dans le fait que ce sont les deux écrits qui ont été écrits par un auteur avec lequel je travaille depuis longtemps. Je comprends son mode de pensée, je comprends sa thèse, je comprends sa manière d'écriture. Donc pour moi, je considère cela comme une grande facilité en tant que traductrice. Mais pour moi, la plus grande facilité, c'est que j'ai pu travailler directement avec l'auteur. Je parle en effet de la traduction du vietnamien vers le français. C'est une occasion rare, le fait de pouvoir travailler en continu avec l'auteur du livre. Parce que quand je me suis mise à la traduction de ce livre, j'ai rencontré beaucoup de termes techniques, j'ai rencontré beaucoup de mots difficiles et ça ne s'en tient pas là. Parce que je ne comprends pas vraiment la connotation parfois de ces mots. Et c'est grâce à la coopération avec l'auteur, je comprends bien les sous-bassements des mots. Je comprends également dans quel contexte ce mot a été utilisé. Je comprends également le contexte historique de l'utilisation de ces termes. Les termes techniques sont nombreux et difficiles. Ça ne concerne pas la psychanalyse, mais ça concerne aussi d'autres secteurs. Par exemple, pour traduire seulement en termes, si on ne comprend pas bien son concept, je ne suis pas confiante dans l'utilisation. Par exemple, les projections, anticipation, il y a beaucoup de termes. Si on ne comprend pas bien la connotation de ces termes, on ne peut pas réutiliser dans l'autre langue. Deuxièmement, dans l'approche du
développement, de la psychologie du développement. Il y a des interruptions de pulsions, des émotions. Alors, vraiment, c'est difficile et j'ai besoin, en effet, de comprendre le concept de ces termes avant de proposer une version de ces termes en vietnamien. Chaque fois que je rencontre des difficultés, l'auteur est venu alors à mon secours. Il a fait preuve de grande patience. Je l'ai beaucoup dérangé. Mais parfois, quand je trouve qu'il y a des termes qui ne sont pas bien appropriés au public vietnamien, par exemple, lorsque l'auteur, quand il a utilisé des termes dont la traduction sera difficile et incompréhensible en vietnamien, j'ai parlé en toute franchise avec l'auteur. Donc, il a en effet accepté, entre autres, d'utiliser d'autres termes à la place. Quand on traduit un livre, ce n'est pas la transcription des mots. Je pense que la traduction d'un livre, surtout quand c'est un domaine technique, la traductrice laisse également des empreintes dans l'œuvre. Quand on parle des difficultés, il y en a beaucoup. Peut-être il y a beaucoup plus de difficultés que de facilités. Même si je travaille depuis longtemps dans ce domaine, même si j'ai acquis beaucoup de bagages lexicologiques, mais la psychologie, c'est un domaine tellement vaste, donc personne ne peut se prétendre de tout maîtriser dans ce domaine. Surtout dans le livre destiné aux professionnels, il y a beaucoup de termes techniques. Les termes techniques dans ces livres ne concernent pas uniquement la psychanalyse, mais encore d'autres tendances, d'autres écoles. Quand je tombe sur un terme technique difficile, j'ai mis beaucoup de temps pour chercher un équivalent en vietnamien. C'est pour ces raisons-là que dans la traduction, nous avons en effet bénéficié d'une aide très importante de l'auteur et nous avons voulu faire un dictionnaire franco-vietnamien dans le domaine de la psychanalyse. Nous voulons, je dis nous parce qu'il y a l'auteur là-dedans, dans ce travail, nous voulons en fait faire un dictionnaire avec les explications des termes techniques. Et par exemple, dans le dictionnaire, dans le futur dictionnaire, on pourrait proposer des suggestions de traduction, faute alors d'un terme approprié. Donc, j'ai utilisé beaucoup de dictionnaires, par exemple des dictionnaires en ligne, Védic, ou bien j'ai utilisé également le dictionnaire français-vietnamien, mais je dois vous dire que le dictionnaire français-vietnamien ne me donne pas une réponse adéquate et satisfaisante, parce que les mots proposés dans le dictionnaire français-vietnamien sont plutôt pauvres dans ce domaine. Donc, j'ai dû me référer à des dictionnaires français-français pour bien saisir, pour bien appréhender le sens du terme. Et après, j'ai réutilisé le dictionnaire français-vietnamien pour trouver l'équivalent. La consultation des dictionnaires m'a pris un temps fou, en effet. Nous avons utilisé également des dictionnaires de la psychologie, alors qui étaient élaborés par le docteur Nguyễn Khắc Viễn et Lê Văn Luyện, ou bien par le professeur Phạm Kim. Il y a eu une série de dictionnaires alors, thématiques qui ont été utilisés dans mes travaux de recherche et de traduction. La deuxième difficulté, c'est que je ne suis pas une traductrice professionnelle. J'ai été formée à la langue française, j'ai été enseignante de la langue française pendant plus de 10 ans et après, j'ai suivi une formation de psychologie en français. Pendant un certain temps, j'ai travaillé avec des experts français en tant qu'interprète, mais je trouve qu'il y a une grosse différence entre l'interprétation et la traduction. La traduction des livres demande une précision beaucoup plus importante que le métier d'interprétation orale.
Une autre difficulté pour moi, c'est la reformulation d'une manière claire et compréhensible en vietnamien de tous ces concepts. Je voudrais remercier à ce titre M. Quân et Mme Hang de la Maison des éditions du Savoir. Je voudrais les remercier pour m'avoir beaucoup aidé parce que ce sont eux qui ont rendu la version traduite beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible au public vietnamien. Il y a une autre difficulté que j'aimerais bien vous aborder, c'est que la traduction, la partie la plus difficile pour moi, ce sont des annotations. Quand je lis ces annotations, j'ai cru pouvoir comprendre. Mais pour les traduire en vietnamien, par exemple, pour les citations de Clevarten, par exemple, c'est très difficile de les traduire en vietnamien. Même avec l'aide et avec le secours de l'auteur, ça a été difficile pour moi de traduire les citations. Il y en a bien sûr d'autres difficultés que, faute de temps, je ne peux pas vous présenter ici toutes. Je me permets donc de remercier l'auteur ici présent, quelqu'un qui m'a donné l'occasion de traduire ces livres. Je voudrais vous remercier, monsieur l'auteur, pour votre aide, pour votre patience. Je vous remercie également pour la patience quand je vous ai posé des questions difficiles. Je vous remercie, mes amis de la Maison des éditions du Savoir, de la Connaissance. Je voudrais vous remercier, mes amis, mes chers amis, qui m'ont apporté un soutien en achetant ces livres, en faisant des commentaires. Et c'est grâce à ces soutiens-là que j'ai pu avoir une version améliorée. Je voudrais remercier enfin tous mes professeurs et vous tous ici présents, très nombreux aujourd'hui, dans cet auditoire, dans cette salle. Merci encore.